Alors, retour sur nos enquêtes, on a publié à partir du mois de janvier 2017 6 enquêtes dans le cadre d'une opération tout à fait originale qui s'intitule Zero Impunity, une série d'enquêtes de journalistes pour dénoncer les violences sexuelles dans les zones de conflit, dans les zones de guerre. Ces enquêtes, je vous les rappelle très rapidement, il y en avait une qui concernait l'armée française, l'opération Sangaris en Centrafrique, une autre qui concernait les tortures et les violences sexuelles menées par les États-Unis dans les prisons secrètes de la CIA et des agences américaines, une enquête qui était terrifiante sur la Syrie, les viols d'enfants, l'autre crime de guerre du régime Assad, une enquête en Ukraine sur les viols commis des deux parties dans les zones séparatistes de l'Est de l'Ukraine, et puis 2 enquêtes qui concernaient le système d'impunité, parce qu'il s'agit bien d'un système d'impunité entretenu par la CPI, la Cour pénale internationale, qui a échoué à juger tous ces scandales et ces crimes sexuels, et puis l'ONU, les Nations Unies, qui a quand même déployé beaucoup de missions de la paix un peu partout dans le monde et qui, pareil, est incapable de réprimer correctement ces affaires. Pour en parler, une journaliste qui a été l'une des journalistes qui a piloté tout ce travail d'enquête mené par un collectif de 12 journalistes femmes, Leila Minano, bonsoir. Bonsoir. L'un des concepteurs de l'opération Zero Impunity, Nicolas Bliss, bonsoir. Bonsoir. Et puis Stéphane Hubert-Bliss, également producteur de l'ensemble de cette opération. C'est une opération qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle allie à la fois un journalisme de qualité et d'enquête, et ces enquêtes ont été reprises, publiées pas seulement par Mediapart, mais par plusieurs journaux internationaux. L'enquête sur la Syrie en particulier a été reprise par beaucoup de médias du monde arabe, mais vous nous en direz plus. Donc qui allie du journalisme d'enquête et de qualité à des engagements et même à un activisme, puisque la suite de cette opération, si j'ai bien compris, Nicolas, c'est une série de manifestations. Il y a eu des pétitions, il y a eu des projections sur des grands bâtiments publics, vous allez nous dire lesquels, et puis des manifestations. C'est ça. En fait, chacune des enquêtes, des investigations nous ont permis d'y voir des manquements, évidemment des problèmes qui étaient forts. Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour proposer des solutions simples, des solutions concrètes, et qu'on pouvait soumettre à nos gouvernements, aux institutions, pour essayer de faire bouger les lignes, tout simplement. Donc, derrière chacune des enquêtes, on a mis en place, dans un premier temps, des pétitions. Donc là, par exemple, sur l'enquête Sangaris, on a une pétition où on demande au gouvernement la mise en place d'un plan de prévention obligatoire dans les écoles militaires sur les violences sexuelles. Et donc, pour chacune de ces enquêtes... Pétition qui est signée aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, par 260 000 personnes. Ouais, c'est un très gros chiffre. 260 000 personnes nous ont rejoints uniquement sur cette pétition. Tout à fait. Donc ça, c'est la première étape. Donc ces pétitions, et ensuite, effectivement, c'est de faire du lobbying, parce que des pétitions, le principe, c'est de faire du lobbying pour obtenir les résultats. Et donc, on s'est posé la question, comment faire entendre la parole de nos survivants, des victimes. Et donc, on a réfléchi à tout un dispositif, à la fois donc, de projection sur façade, on va en reparler plus en détail tout à l'heure, une forme d'activisme de l'espace public, et voilà. Et ensuite, évidemment, des outils digitaux, et notamment la marche virtuelle, dont on pourra donner plus de détails, effectivement. Leila, à la suite de la publication de ces 6 enquêtes, quel retour vous avez eu, vous, en tant que journaliste, et avec les autres journalistes? En tout, vous étiez 12 à avoir travaillé sur ces 6 enquêtes. 11, pardon. Quel type de retour vous avez eu? Beaucoup de désespoir et de choc.
Donc des gens qui nous disaient que c'était très difficile à lire, que c'était un peu désespérant de voir qu'il y avait tant de violence et autant d'impunité, en fait, y compris de la part de notre propre gouvernement, parce qu'ils avaient cette illusion de se dire que ça se passait ailleurs, que les violeurs de guerre, c'est des milices lointaines en Afrique, c'est la Bosnie, c'est très loin, c'est pas les gouvernements puissants comme l'armée française ou l'armée américaine. Une grosse désillusion là-dessus. Et en même temps, un contentement de pouvoir faire quelque chose à travers le projet. Donc du coup, c'est les deux choses, quoi. On ne reste pas comme ça juste devant à lire des choses un peu terribles tout au fil des enquêtes, mais on a cette option-là aussi de pouvoir signer. Alors, je prends un exemple qui est l'enquête sur la Syrie. Que vous avez faite, où vous avez réussi, et c'est quand même, on sait la difficulté de ça, à faire parler des victimes, en Jordanie, dans des camps de réfugiés, et vous avez, et c'est quand même la révélation de cette enquête et son caractère le plus terrifiant, vous avez réussi à faire parler les bourreaux, ceux qui ont été gardiens de prison et ceux qui ont participé plus ou moins directement à ces violences. À la suite de cette enquête particulière sur la Syrie, vous avez eu des retours particuliers? Vous avez eu... Alors, on a plusieurs associations qui nous ont contactés. Voilà, je crois qu'il y a Amnesty qui vous a contacté, non? Amnesty, je ne sais pas, mais il y a plusieurs associations syriennes, en fait, qui nous ont contactés. Il y a les bourreaux aussi qui nous ont contactés eux-mêmes, puisque maintenant, ils savent que, vu qu'ils ont accepté de donner leur nom, y compris d'être pris en photo, qu'ils sont passibles de poursuites. Donc, du coup, ils nous ont appelés pour essayer de savoir... pour essayer de ne pas revenir sur leurs propos, pas du tout, mais de se dire quand même, maintenant on est passible de poursuite, alors qu'on était plus dans une optique de repentance. C'est comme ça, dans cette optique-là, qu'on vous a parlé. On a eu beaucoup de retours par rapport à la revue de presse de Al Arabiya et de Al Jazeera. Donc on était vraiment en top des revues de presse dans ces deux principales chaînes du monde arabe. Et ça, on a eu beaucoup de retours. Est-ce que ça a suscité sur d'autres enquêtes également de nouveaux témoignages? Est-ce que ça libérait certaines paroles, ce qui est toujours extrêmement difficile? Mais pas sur les enfants, davantage les femmes, par exemple, en Syrie. Après, il y a aussi, je pense qu'on peut parler peut-être de l'enquête ukrainienne, où il y a carrément une loi qui va être déposée, une proposition de loi qui va être déposée suite au travail d'enquête qui a été mené en Ukraine. Je pense que peut-être que tu veux en dire un mot, Stéphane? Oui, tout à fait, ça rentre dans les actions concrètes qu'on mène suite aux pétitions. En Ukraine notamment, on est en train de déposer un projet de loi avec une activiste locale, Alexandra Matvichuk. L'objectif, c'est d'harmoniser en fait le droit ukrainien local avec les lois internationales en matière de victimes sexuelles, en matière de violences sexuelles et en matière de droits de l'homme. Voilà. Donc ça va être fait normalement dans les prochains mois. D'accord. Sur l'enquête américaine aussi. Sur l'enquête américaine, on a eu des nouvelles victimes, notamment des victimes de viols collectifs dans les prisons extraterritoriales américaines qui sont venues à nous. Et donc, du coup, qui ont discuté avec les journalistes, donc Anne-Laure Pinault et Sophie Tardy-Joubert. Donc, ça prend le temps. Parce que par ailleurs, il y a toujours des procédures qui sont en cours devant la justice américaine. Hein, c'est ça, donc... avec peu d'espoir quand même. Avec peu d'espoir. De traduire Donald Rumsfeld et ces gens-là devant une justice internationale un jour, mais c'est toujours en cours. D'accord. Alors, si on revient sur l'enquête française, donc sur les violences sexuelles commises par des soldats français en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris, il y a des enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes. Elles sont en train d'être fermées les unes après les autres. Hein. L'une d'elles, on avait fait un article à ce sujet, a été classée sans suite. Et une autre se dirige tout doucement, mais sûrement, vers un non-lieu. C'est bien ça ? Mais c'est à l'image de toutes les autres enquêtes, en fait, Sangaris. C'est que, globalement, les agresseurs vont être laissés libres, les victimes restent dans leur pays et avec peu d'espoir de justice. Alors que là, pourtant, il y a des éléments matériels qui n'ont pas du tout été fouillés. Donc, lors de la première enquête, on montre par exemple qu'il y a une famille avec un enfant potentiellement issu d'une atteinte sexuelle. On n'a pas pris la peine de faire un test ADN alors que la famille est complètement disposée à le faire. On a produit également les écoutes des militaires qui potentiellement pourraient être mis en cause, qui disent à demi-mot qu'ils se sont mis d'accord. On a produit aussi les rapports des militaires qui signalent la présence d'enfants. On a produit également des témoignages qui expliquent qu'il y a ce type d'actes sexuels qui se déroulent sur le camp. Et pour autant, ces preuves-là, ces preuves matérielles, ne sont pas du tout
pris en compte. On se dirige vers le non-lieu, mais comme vous le dites, doucement mais sûrement. Donc c'est le blackout complet côté armée française. Alors c'est une procédure d'enquête aussi qui est complexe parce que qui mêle la justice ordinaire, mais aussi des enquêteurs militaires. Tout ça est expliqué dans nos différents articles, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout, mais effectivement, ce que vous dites, c'est un des problèmes principaux de l'armée française et de ce type de crime, c'est que c'est jugé, enfin c'est enquêté par des militaires. On s'est enquêté par la prévôtale, la gendarmerie prévôtale, qui est une unité de l'armée. Donc la question de l'indépendance se pose absolument à tous les niveaux, et là, c'est édifiant. Alors, Nicolas, vous avez projeté sur la façade du ministère de la Défense des images, et puis une demande faite au nouveau président de la République, Emmanuel Macron. C'est ça. En fait, quand on a lancé le projet, donc on était encore sous la présidence Hollande, on avait évidemment contacté dans un premier temps l'Élysée, le ministère de la Défense, le ministère du droit des femmes aussi. Les portes fermées, de retour de l'Élysée qui nous dit « laissez la justice faire son travail ». Le ministère du droit des femmes qui nous dit que ça ne les concerne pas. Et le ministère de la Défense, aucune réponse. Donc à un moment donné, on a la nouvelle présidence qui est arrivée, et donc on s'est dit qu'il fallait peut-être parler autrement et mettre en place un autre dispositif pour se faire entendre. Parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des discours, c'est un sujet, les violences sexuelles étaient aussi un sujet qui est difficile pour la société civile, de manière générale. Ouais. Et on se rend compte qu'on a aussi beaucoup de portes fermées parmi le public, parmi les gens qui nous entourent. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de tabous. Et je crois que l'impunité, on va aussi réussir à combattre. C'est aussi en travaillant avec les gens, avec le quotidien, avec les personnes qui nous entourent, essayer de leur expliquer ce qui se passe, parce que c'est pas évident. Donc on a réfléchi à un dispositif de projection. On s'est dit on va écrire grand, sur des bâtiments qui sont importants, qui sont forts symboliquement. Donc c'est l'Assemblée nationale, le ministère de la Défense. Assemblée nationale, ministère de la Défense. Ministère des Affaires étrangères et les Invalides. Et les Invalides. Et donc du coup, on est parti avec Olivier et Stéphane. On a pris nos petits vélos. On a pris plusieurs nuits à Paris pour faire ça. On a pris notre projecteur et on a hacké l'espace public. On se l'est réapproprié pour justement envoyer un message à Emmanuel Macron, Monsieur le Président, et de manière, on va dire, tout à fait bienveillante. Je veux dire, ce qu'on demande n'est pas compliqué. C'est très simple. C'est un plan de formation à mettre dans les écoles militaires. C'est pas très compliqué, mais on s'est dit qu'il fallait le faire de manière visible et forte. Donc, on est allé sur ces bâtiments. On les a projetés, nos propres images avec des panneaux, vous savez, un peu à la Bob Dylan. Et on a défilé, voilà, ce message. Et voilà. Alors là, on voyait à l'instant une autre initiative que vous avez prise, celle d'une manifestation virtuelle avec près de 400 000 personnes qui défilent. Si j'ai bien compris, c'est les 400 000 ou presque personnes qui ont signé les différentes pétitions, c'est ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, quand on s'est vu en début d'année pour la première émission, pour lancer un petit peu le projet, on était aux alentours de 4 500. C'était le chiffre qu'on avait là au tout départ. Aujourd'hui, on est quasiment à 390 000 personnes. Donc, ce sont autant de citoyens qui ont signé les pétitions. C'est autant de citoyens qui ont créé un avatar pour rejoindre cette manifestation virtuelle. Et cette manifestation virtuelle, aujourd'hui, elle est diffusée, effectivement, sur les façades des 4 bâtiments qu'on a cités tout à l'heure. On le fera également de même à Washington, on en fera également de même à Kiev et probablement en Jordanie. Voilà, à chaque fois pour interpeller le public, pour pénétrer l'espace public, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Cette cause doit pénétrer l'espace public d'une certaine manière, malgré les interdictions, comme par exemple le ministère de la Défense, c'est évidemment interdit, mais à un moment, on n'a pas le choix, parce que, comme le disait Nicolas tout à l'heure, on n'est pas entendu aujourd'hui, le gouvernement ne nous répond pas, il y a 390 000 citoyens qui demandent quelque chose de bienveillant, de simple, c'est un acte d'amour qu'on demande simplement, personne ne nous répond, c'est un acte de démocratie. Voilà. On s'inscrit très facilement comme manifestant en allant sur votre site. C'est zeroimpunity.com. Voilà. Et là, on laisse un mail, on peut laisser un commentaire, une appréciation. Commentaire que l'avatar qui manifeste pourra brandir avec une pancarte. Donc tout ça est très simple à faire. Est-ce que vous êtes agréablement surpris de l'écho de cette opération?
Est-ce que vous auriez espéré plus? Comment vous évaluez ça? On est déçus sur beaucoup de points, notamment la presse, à part Mediapart, effectivement, qui est notre partenaire, et les autres partenaires presse sur le projet. Ouais, mais la presse internationale, qui a quand même pas mal repris. Mais les autres partenaires presse plus traditionnels, j'entends, n'ont pas pris la mesure de l'acte pour l'instant. C'est pour ça qu'on va, nous, de plus en plus loin dans les actes bienveillants, toujours. Hein, je le répète, c'est vraiment important. C'est un projet, c'est vraiment un acte d'amour, ce projet-là. C'est pas autre chose. Les victimes, ou plutôt les survivantes, pour parler, pour libérer leurs paroles, c'est un acte d'amour qu'elles nous font à nous, parce qu'elles savent qu'on est capable de les écouter. Encore faut-il leur prouver. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui, moi, personnellement, et Nicolas aussi, je pense que là, probablement, c'est ce qui nous manque encore. On ne se sent pas encore écouté. Et on a eu beaucoup de retours aussi d'anciens militaires, américains, français. Et c'est vrai que ce ne sont pas des messages d'amour, hein, pour le coup. Ce sont des messages extrêmement très virulents. En fait, on se rend compte qu'il y a un vrai travail à faire d'explication, de pédagogie. C'est extrêmement sensible. C'est pas une arme comme les autres. C'est pas un crime comme les autres. Les violences sexuelles, ça touche vraiment à quelque chose de très profond, à la fois chez les individus, mais aussi dans la société. Et c'est ça dont on prend la mesure au fur et à mesure où les semaines et les mois passent et où on est sur le terrain à essayer de mobiliser les gens. Par exemple, quand on prépare donc aussi le film, donc vous savez, il y a ce film long métrage où on reprend des éléments d'enquête dans ce film, et donc on a enregistré des voix, parce que c'est de l'animation, c'est un film d'animation, et donc on a enregistré des voix. La moitié quasiment des acteurs qu'on cherchait pour faire les voix sur la séquence américaine ont refusé de faire les voix, parce qu'ils n'acceptaient pas le contenu de l'enquête. Et ça, c'est des éléments d'information qui sont extrêmement intéressants. Trop violents, trop... parce qu'ils sont trop torture, il faut croire. Non, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Pro-militaire. Leïla avait dit quelque chose de juste, je ne sais plus quand tu l'avais dit. Tu l'avais dit. Aujourd'hui, la difficulté pour nous, c'était déjà de libérer la parole et d'être entendu. Ça, c'est la première étape du projet. Mais là, on se rend compte que finalement, la difficulté, c'est même d'être cru. Et finalement, les gens, on a le sentiment que les gens ne croient même plus les témoignages. Il y a tellement de fake news, de propagande. C'est aussi des retours que vous avez eus sur les papiers faits? Je pense que la question de la récupération de l'espace public, elle est importante, puisque le viol, c'est la honte, en fait. Le viol, c'est quelque chose dont on ne parle pas, que ce soit dans les médias, que ce soit ailleurs, etc. C'est quelque chose qui gêne. Ce n'est pas un crime digne. La personne qui est torturée, ça va être une victime digne. Ça va être un héros, ça va être une héroïne. La victime de viol, c'est la honte. On la cache sous le tapis, on n'en parle pas, et on met systématiquement en doute sa parole, puisqu'on ne peut jamais savoir. C'est quelque chose qui est... La force de vos enquêtes, c'est justement de révéler ça. Oui, mais quand bien même... faire parler ces victimes. Quand bien même, les victimes, quand bien même, on fait même parler les bourreaux qui expliquent qu'ils ont ouvert les cellules aux agresseurs sexuels. Quand bien même on amène les preuves matérielles, eh ben, vous êtes sûr, c'est toujours ça. Alors si je disais, il a été victime d'une attaque au gaz sarin, donc à part effectivement des Russes ou je sais pas qui, enfin pas des Russes, mais la propagande russe, etc. Voilà, on me dirait, oh mon Dieu, c'est terrible, etc. Quand on parle de viol, et de viol dans des situations de guerre, mais même de viol en général, la question c'est, vous êtes sûr, vous avez vérifié, vous savez, quand même, il y a de la propagande, il y a des faux viols, il y a des gens qui sont prêts à tout pour salir la réputation de nos soldats, qui sont là pour sauver des vies, pour protéger, c'est ce type de discours qu'on entend effectivement assez régulièrement. Mais par exemple, dans l'enquête américaine, vous documentez aussi l'existence, de la même manière qu'il y avait les fameux mémos sur la torture, il y avait également les procédures de violences sexuelles. Donc il y a aussi des documents... Y compris les premiers acteurs qui parlent, l'avocat de la CIA, etc., tous ces gens-là qui racontent, enfin ils étaient là, c'est les premiers témoins, mais quand bien même la parole est remise en cause. Mais c'est pas juste tout blanc et tout noir. On a par ailleurs de nouvelles victimes qui viennent contacter les deux journalistes pour parler. Donc c'est pas, c'est désespérant, mais c'est aussi un premier pas et c'est pas terminé. Alors dans le même temps, il y a quand même 400 000 personnes. Est-ce que vous auriez imaginé en fait, moi, je sais que quand vous m'avez présenté le projet en novembre-décembre, très franchement, je n'aurais pas imaginé que 400 000 personnes s'engageraient sur des pétitions pour... Non, et en fait, on a été peut-être un peu négatif là, en début de discours. Moi, je suis pessimiste et optimiste. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, vu ce contexte, c'est la qualité de ce soutien. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui à quel point c'est difficile de dire
je soutiens cette cause, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui résonne en moi et on apprécie d'autant plus toutes ces personnes qui nous soutiennent. Et encore un exemple, on a lancé il y a quelques jours une campagne photo toute simple. J'inscris le hashtag Zero Impunity, je me mets en photo. Donc il y a différentes personnalités qui ont participé. Et on se rend compte une nouvelle fois qu'il y a pas mal de personnes à qui on en parle et qui refusent de le faire. Et ça nous fait prendre conscience une nouvelle fois à quel point c'est généreux et à quel point c'est fort, les gens qui nous soutiennent, qui s'engagent. Et je crois que c'est comme une mécanique. Si on voit des gens autour de nous qui commencent à s'engager, il y a une sorte de virus et on le fait aussi. Donc il faut juste réussir à continuer sur cette dynamique pour que ça se propage, pour que cette fois que ce soit aussi quelque chose de vertueux. Alors les prochaines étapes, c'est donc un documentaire animé qui va reprendre toutes ces problématiques et des éléments d'enquête. Et de nouvelles des projections, vous avez dit Jordanie peut-être. Jordanie, Washington et Kiev, ça c'est prévu. Qui va sortir aussi le 4 octobre, Impunité Zéro, qui va sortir donc chez Autrement. Et qui reprend l'ensemble des enquêtes en les retravaillant, les complétant. Augmenté, avec pas mal de documents, en plus avec des réactualisations, des nouvelles révélations, etc. Donc ça va sortir le 4 octobre. Bon. Donc voilà, c'est pas fini. Quoi. Et pour le coup, pour le film, ce qui est important, c'est que c'est pas les enquêtes en tant que telles. On reprend des témoignages forts et ensuite on restructure un discours global et on va vraiment confronter ça au grand public, à essayer aussi de voir la réception et le regard sur les violences sexuelles. Parce que pour nous, en tant qu'auteurs, c'est vraiment ça qui nous interpelle énormément. D'accord. Merci, bonne chance pour la suite. Vous pouvez retrouver toutes ces enquêtes en pied de la vidéo que vous êtes en train de regarder et puis également sur notre page d'accueil.